Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré, les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui France Badevant-Agide. Bonjour France, merci de m'accueillir chez toi à la Finca. Tu es venue pour la première fois à Porquerolles à l'âge de 13 ans, en 1955, avec tes parents et tes frères en vacances. Tes parents sont tombés amoureux de Porquerolles, à tel point qu'ils ont acheté un pied-à-terre ici. Depuis, tu reviens régulièrement sur l'île, été comme hiver. En 60 ans, tu as pu observer les grandes évolutions qui se sont opérées sur l'île. On y reviendra. Mais dans un premier temps, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, me dire en quelques mots où tu es né, où tu as grandi et là où les fonctions que tu as exercées ? Alors, je suis née en Roumanie parce que je suis fille de diplomate et où j'ai passé les 3 premières années de ma vie à peu près. Et ensuite, mon père a été nommé au Canada et j'ai fait mon école primaire au Canada, à Ottawa, au Canada anglais, puisqu'il était à l'ambassade de France, évidemment. Et ça a été les plus belles années de ma vie, jusqu'à ce que je découvre Porquerolles. Et c'est vrai en plus. Donc je suis rentrée du Canada pour rentrer en 6e, enfin faire ce qu'on appelle le collège là maintenant. J'ai trouvé ça absolument saumâtre, très triste, comme pas possible. J'avais donc une dizaine d'années et je pense que d'avoir découvert Porquerolles vers 13 ans, ça m'a redonné un peu de soleil dans la vie. Alors, mon parcours, après avoir découvert Porquerolles, j'ai fait une formation de biologiste à l'université. Donc, je suis docteur d'État, ce qu'on appelait le docteur d'État en sciences biologiques. J'ai fait de la recherche, c'est mon unique métier. J'ai fait un peu d'enseignement, mais de la recherche uniquement. D'abord comme enseignante à l'université Paris 6, puis après j'ai été recrutée à l'INSERM, où là j'ai monté les grades petit à petit. Et ma recherche à l'INSERM, ça a toujours été sur la recherche sur le cerveau, sur la transmission chimique dans le cerveau, ce qu'on appelle aujourd'hui la dopamine, l'acétylcholine. À la Salpêtrière, j'ai monté un labo, une petite équipe de recherche puis qui est devenue une grosse équipe reconnue par l'INSERM, et la recherche portait sur la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Et puis au bout de 20 ans, même 20 plus ma thèse, ça fait presque 30. On m'a offert un poste formidable, c'est celui de suivre les essais thérapeutiques, c'est-à-dire les essais de recherche de médicaments, de thérapeutiques dans le sida, en 1994. C'est une époque où on ne savait pas traiter le sida et j'étais responsable de toute cette recherche en France. Et le ministère de la Recherche avait créé une agence de recherche sur le sida. C'était un problème majeur. Pendant 3-4 ans, j'ai vu mourir tous ces gens qui étaient dans les associations, c'était des séropositifs. Et puis tout d'un coup est arrivée la bithérapie, puis très vite la trithérapie, et là, ils vivent encore aujourd'hui. Ça, c'est pour un chercheur formidable. Voilà. Après quelques années, on m'a proposé un poste assez passionnant au ministère de la Recherche. On m'a proposé de concevoir un programme de recherche pour les pays en développement, sur le sida, sur le paludisme et la tuberculose, ce qui m'a valu très vite après d'être sollicitée par le ministère des Affaires étrangères. Et là, j'ai passé 3, 4, 5 ans aux Affaires étrangères pour m'occuper de la coopération scientifique et médicale, santé, avec les pays, essentiellement les pays d'Afrique subsaharienne. Et j'ai fait ensuite 10 années de bénévolat, par bonheur, au ministère des Affaires étrangères. Voilà, c'est mon cursus. Ouais, un parcours assez extraordinaire. Porquerolles s'intègre là un petit peu comme des soupapes, j'imagine. Alors Porquerolles, mais ma mère était d'une famille d'artistes, et elle connaissait Supervielle, l'écrivain, le poète. Et Supervielle venait à Porquerolles et
les filles se connaissant, ma mère est arrivée à 17 ans à Porquerolles, donc quelques années avant moi. Et comme je te disais hier, quand elle a épousé mon père, qui vient d'une famille grands universitaires, juristes, bien, mais dans le Morvan, elle a trouvé ça sinistre et elle a dit « Je me marie à condition qu'on n'aille jamais dans le Morvan. Je vais te faire découvrir un endroit de rêve. » Et mon père a craqué. Et je dois dire qu'ils y sont allés 3-4 années sans nous. Ils nous laissaient dans le Morvan. Et puis un jour, ils nous ont emmenés. On a découvert cette île, c'était magique. Elle était sauvage. Il n'y avait personne, il y avait un tout petit port, il y avait quelques personnes qui se baladaient. Il y avait une épicerie, il y avait un coiffeur à l'époque, c'est drôle. Mais il n'y avait pas de supérette, il n'y avait pas de marchand de glace. Il y avait une tente bleue à côté de la place, là où il y a maintenant des restaurants, puis le terrain de jeu et des petits-enfants là sur la place. Il y avait une tente bleue. Tout. Il y avait quoi dans cette tente bleue? Il y avait tout. On trouvait tout. Voilà, c'était un bric-à-brac, un peu comme ça. Mais si on voulait des aiguilles à coudre, il fallait prendre le bateau pour aller ailleurs. Parce qu'on ne trouvait pas d'aiguilles à coudre. Si on voulait acheter, je ne sais pas, une casserole, il fallait traverser, aller ailleurs. Il y avait vraiment la boulangerie, une petite épicerie, les journaux... Et les journaux et le coiffeur, là, à l'emplacement où sont les journaux d'ailleurs. Donc il y avait vraiment 3 fois rien. Mais nous on a découvert ces plages où il n'y avait personne, c'était incroyable, il faisait beau tout le temps. Mais on connaissait personne, hein. On était venus 3 jours la première fois. La première année, 3 jours. 3 jours. Tu te souviens de cette... On a eu droit à 4-5 jours. À l'époque, il n'y avait pas de location d'appartement, il n'y avait même pas d'appartement, hein. C'était des ouvriers agricoles, des ouvriers, enfin je veux dire, il n'y avait rien à louer. Il y avait 2 ou 3 hôtels, donc l'hôtel des Palmiers, alors sûrement on trouvera une photo là, qui est maintenant en face de chez Cathy, cette espèce de grand bâtiment, on voit d'ailleurs, ça ressemble à un bâtiment d'hôtel d'ailleurs. Qui est maintenant une maison de particulier. Maintenant ça a été vendu en 2 maisons en particulier, donc on allait à l'hôtel, et à l'hôtel, ça coûtait pour 3 enfants, un couple, bon, donc 3 jours c'était bien le maximum. La seconde année, on a été 4-5 jours, on était fous de joie. On a été comme ça pendant 3-4 ans à l'hôtel de Palmiers. Il y avait une femme qui tenait Mademoiselle Bonheur, c'était un monument. Elle me tenait ça par les mains et le maître, mais on y mangeait très très bien et voilà, on était très heureux. C'était le seul hôtel à l'époque où il y en avait d'autres? Je crois qu'il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait comme hôtel? Il y avait le Miramar sur le port, qui maintenant a été vendu aussi en appartement. C'était un très bel hôtel, mais plus chic que les Palmiers. L'hôtel de la Poste, il existait? La Poste, il existait, mais je ne sais plus s'il faisait hôtel. Oui, ça devait faire hôtel, ça devait faire chambre plutôt que hôtel au sens restaurant. Il y avait le Miramar, qu'est-ce qu'il y avait? Je pense que l'Arche de Noé, qui maintenant s'appelle l'Arche, là, je pense faisait aussi quelques chambres. Et il y avait la sœur de Madame Bourg, donc la propriétaire de l'Arche, avait, elle, un hôtel qui était un peu à côté de l'Escale, qui s'appelait Loustao. L'hôtel de Loustao. Mais c'était quelques chambres, il n'y avait pas... Puis je ne sais même pas s'ils avaient pension, hein. Je ne me souviens plus très bien de ça. Après, par la suite, il y a 2-3 hôtels qui sont ouverts, comme les Glycines, mais au début, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, comme on était à l'hôtel, on allait le matin à pied à la plage d'Argent, et il fallait rentrer pour le déjeuner. Et nous, on serait restés toute la journée là-bas, on s'en fichait du déjeuner. Et à l'époque, on nous faisait faire la sieste, c'est dingue. On avait 13 ans, c'est incroyable, c'est impensable maintenant, c'est drôle. Et donc, et l'après-midi, on retournait, alors à une autre plage, mais il n'y avait personne. Il n'y avait pas de vélo, on n'avait même pas l'idée d'avoir un vélo. C'était même pas dans les mœurs, quoi. On marchait. Et ça manquait pas d'enfants pour toi et tes frères Le vélo ? Non, le fait, tu dis qu'il n'y avait pas grand monde. Est-ce que vous aviez quand même lié d'amitié? Des estivants, comme on dit. Mais il y avait les habitants et les enfants de l'île. Et moi, je sais que très vite, j'ai noué
d'amitié, de liens avec les enfants. Et à l'époque, c'était amusant parce que il y avait strictement rien à faire dans l'île, sauf les plages. Et puis on était le soir, il y avait les joueurs de boules, évidemment. Mais c'était les habitants de l'île qui jouaient aux boules, hein. C'était pas les estivants. Il n'y avait pas d'estivants, très peu. Il y en avait quand même, mais très très peu. Et donc moi j'ai rencontré comme ça beaucoup de gens des enfants de l'île. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait des parties de cache-cache à 10 ou 20 le soir, la nuit, enfin. Et on se retrouvait pas tellement à la plage à cet âge-là. C'est plus tard qu'on se retrouvait à la plage. Et est-ce que déjà tes parents, comme on le voit aujourd'hui, les enfants sur l'île, est-ce qu'ils te laissaient un peu libre ou non ? Il y avait quand même quelques règles. Non, c'est une grande différence avec maintenant. C'est que on n'avait rien le droit de faire sans les parents. On allait à la plage avec les parents, on faisait la sieste pendant tout était gadré par rapport aux parents. Alors le soir, les parents prenaient un pot à l'escale. L'escale, là aussi, ça a changé énormément. Il y avait une terrasse toute simple, modeste, mais tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait. C'était grande famille, quoi. Alors c'est comme ça qu'on rencontrait les gens de l'île, d'ailleurs, hein, c'est parce qu'ils venaient prendre le pastis. Et eux, les estivants étaient sur la terrasse, assis, et les porquerolais, ils étaient au comptoir. Donc les enfants se rencontraient comme ça, et puis on jouait. Mais c'est vrai qu'on rentrait se coucher, oh là là, à 10h, tout le monde était au lit le soir. Alors, qu'est-ce qu'on faisait quand j'ai eu plus 16-17 ans, un peu plus âgé, comme ça on avait le droit de rester un petit peu plus tard. Comme on n'avait rien à faire, on discutait, on s'asseyait sur des bancs et on papotait je sais pas de quoi. Et puis à 16-17 ans, on a fait d'autres choses. Évidemment, il y a eu les amours qui sont arrivés. Et là, pour vivre nos amours, on partait dans la forêt, puis on se faisait engueuler quand on revenait par les parents. Parce que on était très surveillés. Au bal, par exemple, moi je me souviens, le bal c'était tous les dimanches, rituel. C'était un must. Enfin, les porquerolais, beaucoup étaient des pêcheurs, mais ils dansaient très bien. Toutes ces danses qu'on voit plus maintenant, le tango, la valse, le paso doble, tu vois, toutes ces danses que moi j'aimais beaucoup. Et donc il y avait ce rituel du bal, mais c'était sympathique parce que tout le village était là. Tu citais les marins hier qui étaient présents. Il y avait à la place du Ligetta, il y avait la marine nationale. Il y avait d'ailleurs sur le port un quai avec des baleinières, avec quelques bateaux, mais il y avait un quai pour la marine. Et on voyait les marins dans la journée qui montaient, qui descendaient du port, qui faisaient des choses comme ça. Mais on n'avait pas vraiment de contact, sauf quand on allait à la Courtade, parce qu'on voyait, c'était là qu'ils étaient installés. Enfin. Et donc ils dansaient très très bien. Ils dansaient très bien les marins. Ils invitaient les filles. Puis à minuit, tout ça s'envolait parce qu'il y avait, ça se terminait. Voilà. Et les parents assistaient au bal d'un bout à l'autre pour être sûrs que leurs filles ne fassent pas des bêtises. On était très surveillés. Ça n'empêchait pas de faire tout ce qu'on voulait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais surveillé mes enfants. Parce que je sais qu'on fait ce qu'on veut de toute façon. Et alors vous, en tant que jeune, vous vous mélangez avec la population de l'île, mais est-ce que vos parents, les estivants en fait, est-ce que ça se mélangeait les adultes, non. C'était les enfants, les adultes. Les adultes, disons la génération de mes parents, c'est ça que j'appelle les adultes, ils allaient faire les courses. Donc, une fois qu'on a acheté cette maison, on allait faire les courses. Donc mes parents connaissaient les gens de leur génération, le boulanger de leur génération, l'épicier de leur génération. Mais ils ne se mélangeaient pas tellement, les estivants, les Parisiens surtout, se mélangeaient pas tellement au sens de s'inviter ou des choses comme ça, au porquerolais. Ils se fréquentaient entre eux. Et en particulier, c'était tous les soirs des cocktails, très bien, on se mettait sur 131, les enfants n'étaient pas invités. Et là, c'est comme ça que mes parents ont connu toutes les sœurs qui étaient propriétaires de l'île. Les sœurs Fournier, c'est ça ? Les sœurs Fournier, les filles Fournier, comme on les appelait. Et donc, chacun se faisait des cocktails, on s'invitait.
C'est comme ça que j'ai découvert la ferme Notre-Dame. Je suis une des filles, Madame Prodromides, la femme du musicien, avait eu, elle, dans son lot, la ferme Notre-Dame. Mais c'était vraiment une ferme. On voyait des tracteurs ramener au port tous les soirs des cajots et des cajots d'artichauts. C'était absolument ravissant, perdu dans la nature, à 2 pas de la plage. Une plage où il y avait personne, mais personne, enfin 2, 3, enfin comme ça. Alors il y avait le rituel d'aller se promener sur le port après le dîner. Tout le monde, alors on se rencontrait, on ne le fait plus, maintenant on s'arrête à la place. Mais on allait faire un tour sur le port. Mais le port était beaucoup plus petit, comme je t'ai raconté, on regardera ça sur les photos, il était tout petit. Donc c'était comme si on allait, le chemin qu'on prend pour aller prendre le bateau, en gros, comme voilà. La digue était moitié moins large, hein, c'était tout petit, très peu large. Et donc tout le monde allait faire son tour de port, et puis pendant ce temps-là, les enfants essayaient d'échapper un peu. Il faut bien le dire. Et tu te souviens comment tes parents ont acheté ici? T'avais quel âge? En fait, mon père, comme je dis, mon père étant diplomate, il était un des hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay. Donc il avait évidemment des relations, si tu veux. Bon. Et donc, il connaissait les filles Fournier. Elles avaient l'âge de mes parents comme génération. Et en fait, tout ce beau monde, à travers les cocktails, les choses comme ça, se connaissait. Il y avait par exemple le fort de la Licastre et le fort du Lequin. Et beaucoup de cocktails se passaient dans les forts. Voilà, enfin, moi, j'ai eu droit une fois à en visiter un, donc j'ai vu ce que c'était. C'était vraiment un fort, on était sous terre. Et donc, pour revenir à comment on a acheté ça, enfin mes parents, en fait, ils connaissaient toutes les filles Fournier, donc Madame Lebert, Madame Richet. Madame Richet avait cette partie-là de l'île, c'est-à-dire tu vois, le village, on disait le côté village, avait donc tous ces bâtiments de ferme, et ils logeaient dans la rue là aussi tous les ouvriers agricoles qui faisaient du vin, c'était tout à fait agricole. Donc ils ont commencé à lotir ce bâtiment-là d'abord, cette finca, la vieille finca. Et mon père en a eu écho probablement dans ses cocktails. Probablement, je ne sais pas, il a su. Et quand il a su que c'était à vendre, il a tout de suite dit oui. Tu te souviens je pense que c'est en 60. Je crois que c'est en 60. Et donc, on s'est installé là. Mes parents n'avaient pas un sou, on n'avait rien pour meubler. On a dormi n'importe comment pendant des années. N'importe comment, vraiment. Et je t'ai montré, c'était vraiment des bâtiments de ferme. Il n'y avait rien dedans. Il n'y a pas de soubassement, ce qui fait que c'était extrêmement humide. La Garonne n'était pas nettoyée à l'époque. Il y avait des brindilles, donc au moindre orage, tout rentrait. 50 cm d'eau, hein, c'est effrayant à chaque orage. C'est pour ça qu'on a tous mis maintenant des protections. Il n'y avait pas une seule plantation, tu le vois un peu là-dessus. Et donc, mes parents, par relation, ils ont appris que c'était à vendre. Alors nous, on traversait le pré des Palmiers, on allait avec nos enfants, nos seaux, les pelles, à la plage. Tu vois, la plage était là. Pas aussi belle que plage Jean-Jean, Courtade. Hein, il y avait une plage au port, c'est ce que tu veux dire. Plage au port. Et puis, ils ont vendu le pré des Palmiers. Ça a été loti avec tous ces bâtiments. Nous, on était très tristes. C'était un des terrains favoris pour les amoureux. On a été très tristes parce qu'en plus, c'était très joli d'avoir cette vue. Enfin, on voyait le port depuis le chemin là, quand on va à la plage Jean-Jean, quoi. Tu vois, c'était assez joli. Donc, mais bon. Tu as vu se construire vraiment Porquerolles, mais certainement les dernières constructions. Mon père, il a eu un flair, je ne sais pas, c'est son intelligence, je ne sais pas comment l'appeler. Il a vu que ça commençait à se construire. On voyait que la Côte d'Azur était quand même tellement abîmée par toutes les constructions. Et ça, c'était quand même un truc exceptionnel. Il y avait le village, mais qui était plus petit que maintenant.
mais surtout cette forêt, enfin cette pinède, tout ça. Et donc ils se sont battus avec, comme je t'ai dit, avec Claudius Petit. Claudius Petit, tu peux expliquer qui c'est un ministre, je crois qu'il a été ministre de l'équipement, sous De Gaulle. C'est l'époque de Gaulle. Et ils se sont battus tous les deux pour faire en sorte qu'on n'ait pas le droit de construire sur l'île, le long des plages et tout ça. Ça a été une longue bataille. Alors, je ne saurais plus dire les dates maintenant. C'est ça qui a conduit à ce que l'État... Donc avant 1973. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'était au moment où on a acheté, Enfin, dans les années 60-65, comme ça, ils se battaient. Je me souviens qu'il y avait des réunions à la mairie, peut-être d'ailleurs, avec des gens de l'île aussi, où il y avait cette bataille de il faut protéger l'île, mais les commerçants disaient oui, mais nous on a besoin de vivre. Pourquoi est devenu à ce moment-là parc national direct? Bien avant Porquerolles. Et ils n'ont pas pu le faire ici à Porquerolles. À Porquerolles, il y avait un hôtel, point barre. Tandis que là, il y avait des habitants. Tu vois, c'est vraiment pas le même statut. Enfin, bon. Et donc, ils se sont beaucoup battus. Ils ont tenu compte des habitants. Et donc, ça a mis longtemps. C'est devenu, je crois, ça a été domaine. Donc déjà, ça protégeait la forêt. C'est vrai que ça préservait aussi par rapport aux incendies. C'était aussi une mesure de sécurité. Il me semble que c'était aussi pour parer certaines velléités de promoteurs, tout à fait. Et c'est là où des gens comme mon père, Claudius Petit, je ne sais pas s'il y avait déjà un ministère de l'Environnement, mais ils ont agi auprès des personnes responsables. Je mesure, quand j'avais 17 ans, mon père nous parlait de ça tout le temps. Moi, je ne mesurais pas du tout les enjeux et les dangers. Et aujourd'hui, je mesure combien il s'est battu et combien bravo que des gens comme lui, que lui, et Claudius Petit et d'autres après, se soient battus. Alors justement, qu'est-ce que tu trouves de singulier ici ? Eh bien, on n'a jamais réussi avec mon amie Josiane, sa sœur Myriam. Un jour à Noël, on était au 31, on disait mais pourquoi est-ce qu'elles ont habité, elles ont été à l'école, elles sont nées ici. C'est pas comme moi, moi je suis une étrangère, une estimante. Mais on ne comprend pas pourquoi on est accro. Je ne sais pas. Est-ce que c'est cette liberté ? On a une espèce de liberté dans ce endroit. Avant, il n'y avait pas de voiture. Il y en a un peu trop, mais bon, c'est encore acceptable. Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Alors, ça m'intéresse justement, ce je ne sais pas. Toutes les trois, on n'a pas réussi à formuler pourquoi on est accro. Et moi, je ne connais pas une personne qui soit venue ici qui n'ait pas été accro, tu vois. Mais il faut rester quelque temps. Et puis il faut aimer quand même, le calme, la nature. Être coupé du monde. Parce qu'il y a des gens qui disent comment tu es dans une île, mais c'est épouvantable. Si tu as besoin d'une lampe, tu l'achètes à Paris, tu la portes, mais pourquoi tu ne l'achètes pas sur l'île ? Il y a beaucoup de choses qui manquent et justement, c'est ces choses dont on ne veut pas. Tu vois, moi quand je viens ici, je n'achète même pas le journal. Je me fiche de ce qui se passe dans le reste du monde. J'exagère un peu. Avec Internet, on a quand même des nouvelles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est coupé de toutes ces... Je sais pas, tous ces liens que je trouve qui sont pas humains. Tu vois, j'adore Paris. Moi, je suis accro de Paris. Mais c'est vrai que quand je me fiche de ce qui se passe à Paris... c'est un endroit où je suis bien, même si je suis seule, je suis bien. La nature est belle, il y a du bruit, mais on n'est pas gêné par les gens. On n'est pas seul, mais on n'est pas gêné par les gens, enfin on est tranquille. Et parce que depuis ta première venue, tu n'as jamais cessé de venir à Porquerolles. Est-ce qu'il y a eu des longues périodes pendant lesquelles tu n'es pas venue ? Tous les ans ? Oui. Oui, et quand j'étais à l'étranger pendant l'été pour une sorte de bourse pour le travail. On est venu en octobre avec mon mari. Ouais. C'est un peu viscéral, non ? C'est viscéral. Un besoin. C'est bizarre. Ouais. Ah, c'est bizarre. C'est pas des vacances, il n'y a pas un peu de. Mais je sais pas. Parce que quand tu vois les cailloux comment c'était pas du tout accueillant. Hein. Oui, ça faisait pas forcément rêver, peut-être dans la modestie de l'accueil, mais en même temps, enfin, je veux dire, il y avait tout le reste peut-être. Oui, il y avait cette liberté. Il y a certainement la beauté du site, parce que l'eau est magique. L'eau, il
n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a de l'eau aussi belle. Enfin, moi, le fait d'être isolé, d'être coupé du monde, de prendre un bateau et d'être loin du monde, moi, c'est ça. Je sais pas, ça, là, on est seul avec soi-même. Moi, je suis... Une certaine paix intérieure qui est possible ici, en fait. Je pense, il doit y avoir ça. Moi, je suis dit, je vois des gens, je leur dis bonjour, ça me suffit comme relation. C'est idiot. Et ma mère a eu ce coup de foudre, elle nous l'a transmis. Mes 4 enfants, c'est la même chose. Et maintenant, c'est la génération des petits-enfants. Alors justement, c'est intéressant que tu en parles, je voulais y venir. C'était important pour toi que ça soit transmis, ça ? Ah oui. Très. Ah oui, c'est très important pour moi. Il n'y a pas eu besoin de forcer, j'ai l'impression. Aucun besoin, mais je ne sais pas comment dire. Je pense que si j'avais plus un sou, je ne sais pas comment je ferais, mais je ne vendrais jamais. Parce que je veux transmettre, parce que pour moi, c'est un bijou sur la terre. C'est quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Tu vois ? Et avec une amie là, qui habite au-dessus de Côté-Port, qui est la femme de l'architecte qui a construit Côté-Port là, avec Jean-Claude, on est amoureuses évidemment l'une et l'autre de Porquerolles. On en a fait des îles grecques et chaque fois on disait non, c'est pas comme Porquerolles. Et pourquoi ? Mais je sais pas. Le village est petit, ça peut jouer, parce que dans les îles grecques, souvent c'est presque des villes. Il y a un tout petit village. Moi personnellement, je connaissais presque tout le monde dans le village, mais c'est pas les gens du village qui m'attirent. Mais par contre, ils font mon bonheur, parce que quand je les rencontre, que je dis bonjour, ma journée, c'est comme si je suis pas seule ici, tu vois, et en même temps... Les gens se reconnaissent et en même temps, il n'y a pas besoin... Chacun a besoin d'être tranquille. Tout le monde a ce même besoin d'être libre, tranquille. J'ai invité quelques amis ici. Et je dis, pour dire la vérité, j'étais ravie de leur faire plaisir, mais j'ai trouvé que c'était très compliqué d'avoir des gens qui ne connaissent pas Porquerolles. Parce qu'il faut leur expliquer comment on aime Porquerolles. C'est inexplicable, je crois, en fait. C'est inexplicable. Est-ce que, pour aller jusqu'au bout, est-ce que tu te sentirais capable de vivre ici à l'année ou pas ? Alors non. Je vais dire pourquoi. C'est quand même assez rude. L'hiver, c'est rude. C'est assez rude. Je suis venue une fois en janvier, rien n'était ouvert, il faisait froid, il y avait tellement de vent qu'on ne tenait pas debout. C'est rude l'hiver. Moi, je trouve que les gens qui habitent l'hiver, chapeau. Maintenant, il y a des bateaux tous les jours et beaucoup de bateaux par jour. Avant, c'était pas le cas quand j'étais enfant. Donc c'est peut-être plus agréable, mais non, je viendrai pas toute l'année, mais je viens très souvent. De plus en plus jours. L'hiver, beaucoup. 3-4 jours. Pas comme ça. Je pars un jeudi, je reviens un lundi, tu vois. Mais ça me suffit. Mais j'ai besoin de venir. je me ressource. C'est marrant, mais je ne viendrai pas à l'année. Bon, on sent qu'il y a un amour indéfectible qui perdure. Néanmoins, une petite nostalgie quand même avec des choses qui qui existaient avant. J'aime plus l'île telle qu'elle est, sauf l'île comme ça. Je rencontrais Hélène, la maman de Sabine justement, et on était devant la banque là hier. Je lui dis, Hélène, c'est pas possible ce monde, c'est pas possible. Hélène me dit, mais moi je les vois pas, je suis dans ma maison, je les vois pas. Et c'est vrai que moi, on les voit pas. Mais je regrette qu'ils régulent pas mieux le nombre de passages. D'abord parce que là, cette année, je fais pas de vélo, je marche, mais c'est effrayant. C'est vraiment, je trouve que c'est devenu dangereux. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut... tout le monde a le droit de savourer Porquerolles, après tout. Mais je trouve que c'est dommage. Mais comme disait Hélène, là, on en parlait avec Hélène hier, moi, je me rends même pas compte qu'il y a du monde ici. Qu'il y a du monde à la place. Enfin, dès qu'on sort des sentiers battus, on peut très vite se retrouver seul. Complètement, mais même sur la place. Moi, le matin, j'aime beaucoup aller m'asseoir sur un banc de la place, tu vois. Comme ça, je regarde. Avant 8h, avant 9h, il n'y a personne. Les gens passent. Je m'en fiche complètement. Parce que je suis dans mon île et que je ne fais pas vraiment attention aux gens. Ça me gêne plus parce que sur la plage, on est moins tranquille, c'est tout. Et qu'est-ce qui te semble quand même avoir évolué favorablement ?
Rien. On parlait de la fondation hier. Qu'est-ce que tu penses de cette fondation? Moi, j'étais très déçue. J'ai été très déçue parce que on m'écorche quand on construit à Porquerolles. Ça m'écorche. Je vois toujours mon île telle qu'elle était sauvage. Tu vois, c'était sauvage. Maintenant, c'est vrai, si ça peut attirer d'autres types de populations, je trouve ça bien. S'ils font de la musique et qu'ils mettent un ton un peu plus, je ne vais pas dire artistique, intellectuel, tout ça, je ne sais pas trop mon mot, mais un peu moins papier gras sur la plage. Tu as visité les expositions? Ouais. Oui. T'as trouvé ça comment? Le lieu, peut-être déjà magique. Moi qui aimais la Courtade, j'ai connu la ferme de la Courtade. Les vignes, tout ça, pour moi, ça parlait, quoi. C'était les gamins, on allait courir là-dedans. Mais j'avoue que l'architecture je trouve l'architecture formidable. Ce plafond aquatique. Est-ce que tu avais connu la maison Vidal avant? J'avais été pour un mariage, mais j'avais pas visité la maison. J'avais été un peu dans la grande cour là, qui existe encore d'ailleurs. Mais je ne connaissais pas la maison Vidal. Je trouve que l'architecture formidable. Les expos, j'en ai vu 2 ou 3 maintenant, je ne sais plus. Il y a eu 2 expositions depuis. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très intéressantes. Là, à Pâques, on était avec Isabelle. Je ne sais pas s'il existe encore. Il y a un mur avec un artiste, je crois que c'est un artiste africain qui avait des capsules de bouteilles. C'est un artiste ghanéen, j'ai plus son nom en tête. Ça ressemble à du Klimt, très beau, c'est magnifique. On dirait un voile de loin. Et quand j'ai bien aimé ce qui ressemble à une chapelle, mais bon, je sais pas. On rentre dans un lieu, puis je sais pas, ça me fait penser à une chapelle bleue, comme ça je me rappelle plus. Le Barciello qui est en fait dans l'ancien salon, enfin l'ancienne salle à manger en fait, avec le plafond en bois. J'ai vu ça, pas que je me souviens pas très bien. Enfin, j'ai trouvé ça, oui, je trouve cette année j'ai bien aimé le truc. Avec les enfants, on a traversé le jardin qui est beau aussi, avec de temps en temps des sculptures, c'est beau. J'ai découvert le labyrinthe, c'est amusant. J'ai pas été dans la maison, il paraît que c'est formidable, il faut que j'y aille. Il faut y aller, ouais. Il faut que j'y aille. C'est une vraie expérience sensorielle. Donc si tu veux, je trouve ça positif au total, mais j'ai été très heurtée quand on a vu les camions casser des arbres, couper, ciment. Alors maintenant, ça commence à se masquer, mais... Oui, quand on touche à mon île, ça me fait mal. C'est marrant, hein, comme si c'était moi, quoi. C'était mon enfant, ça ma propriété, c'est drôle. C'est bizarre. C'est le sentiment de beaucoup de personnes ici qui sont... C'est viscéral. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi? Vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Quand je vois quelqu'un fumer, je suis odieuse. Je crois qu'il faut être intraitable. Mais je suis odieuse. Parce que je voudrais pas qu'on y touche, quoi. C'est pas mon enfant, mais j'ai ce sentiment, ce lien fort comme avec quelqu'un qu'on aime, quoi. Tu vois, c'est un lien d'amour. Je pense, hein, vraiment, c'est vraiment. Et alors, curieusement, on va revenir au bateau quand même. Mais c'est très curieux parce que quand je suis à Paris, de temps en temps, il faut que je descende pour des trucs à faire pour les travaux, tout ça. Je me dis, mais pourquoi je descends? Et dès que je suis sur le bateau, c'est quelque chose qui se passe dans les entrailles. Hein. Le bateau. C'est pas le train, c'est pas le bus, c'est le bateau. Et alors quand je vois les gens sur le bateau qui prennent le bateau à 4 heures pour leur partir à 5 heures, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Parce que quand j'arrive, je n'aime pas Porquerolles. Il me faut 24 heures pour être... voilà, il me faut 24 heures, mais à tous les coups. À tous les coups. En fait, ça me touche beaucoup ce que tu dis, ce qui se passe et ce qui travaille dans le bateau, parce que je me dis 60 ans, un peu plus de 60 ans que tu viens là, et toujours. Et ça c'est... C'est marrant, hein, Et dès que dans le bateau, j'ai l'impression que c'est à moi le bateau. Je veux qu'il soit... Et je vais dire pourquoi. Parce que avant, c'était des petits rafios, et je suis sûre qu'il y a des photos, on regardera. Des petits rafios, enfin on était peut-être 40 ou 50 dessus. Pas du tout protégé. S'il y avait du mistral, on en arrivait saucé de l'autre côté. Il y avait le corail rouge et l'épervier. Il était bleu et l'épervier, le corail rouge. Et il y avait un bateau à 9h, à midi, à 2h, à 4h. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas des bateaux tout le temps comme ça.
On était Les passagers n'étaient pas protégés. Ah non, sur le Courrier Rouge, pas du tout. Dans l'épervier, peut-être on pouvait un peu se mettre à l'abri, mais pas tout le monde. Hein. C'était donc quand il y avait des Mistral, voilà. La pluie. C'était et tu connais Dédé Mailloux, son père Mailloux. Il était super ce type, il conduisait l'épervier. C'était des gens de l'île, tu vois, qui les bateaux restaient à quai ici le soir. Enfin, et donc c'était une aventure de prendre ces bateaux, quoi, tu vois. Et ils étaient assez petits, tu vois, par rapport à ces espèces de barcasses là. Et alors, les premières années, on commençait à connaître des gens. Je me souviens on connaissait Paul, justement, qui avait un bateau qui faisait le tour de l'île. Ça se fait plus maintenant, le tour de l'île. Ça faisait 3-4 heures. C'était très beau, mais interminable. Et Paul avait un bateau à quai pour faire le tour de l'île. Il pêchait la nuit, et on passait notre vie sur le bateau. On ne voulait pas aller à la plage, on était trop fiers. On marchait pieds nus, on avait des cornes comme ça en rentrant à Paris. Et on était, parce qu'on avait l'impression d'être de l'île, comme ça on était adoptés. Moi je me suis sentie adoptée par les porquerolais, un petit peu comme ça. J'étais adoptée, tu vois, on faisait partie de leur monde, quoi. C'est peut-être aussi un facteur qui fait que j'aime, tu vois. Et j'avoue que il y en a beaucoup de ma génération qui ne sont pas là, puis moi je serai peut-être plus l'année prochaine, mais leurs enfants maintenant, qui ont votre âge un peu plus, 10 ans de plus, j'entretiens des relations avec eux parce que pour moi c'est la suite du lien. Tu vois, je veux pas transmettre. Je veux pas couper mon lien. Et c'est peut-être aussi mes racines, un peu, je sens mes racines ici. Mais tu sais, arriver dans un espèce de bateau, c'était pas rafio, c'était solide, mais quand même, c'était une aventure, tu vois. On ne pouvait pas amener trop de bagages. C'était... En plus, tu arrivais de Paris à chaque fois. On arrivait en 4 chevaux, il n'y avait pas d'autoroute. On prenait la Nationale 7, il fallait 2 ou 3 jours pour venir. Alors, c'était pas le TGV, quoi, tu vois. Et on arrivait avec nos valises, nos sacs. Moi, j'avais toujours honte d'arriver, on était blancs. Et tout le monde me disait, mais t'es un cachet d'aspirine. Et j'essayais de prendre un accent, parce qu'ils me disaient, mais tu parles pointu. Alors j'avais honte de parler pointu. Je voulais vraiment être porquerolaise. Et donc, je me souviens, petite, au lieu d'aller à Courtade direct, j'étais tellement blanche, je passais par les 4 chemins pour pas traverser le village toute blanche. Tu vois, et au bout de 2 jours, ça y est, je pouvais repasser par le village. Et t'évoquais hier, on parlait d'art, il y a quelques artistes qui sont venus ici. Tu parlais de l'Arche de Noé, qui était un restaurant emblématique. Très bel endroit, en bois, en vieux bois. La décoration était magnifique. Le restaurant il y avait un chef, je ne sais plus son nom, mais lui était à la cuisine, elle servait. Mais c'était des gens bien, quoi. Ils étaient motivés, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Madame Bourg tenait ça magnifiquement. Et c'était renommé. C'était une cuisine renommée. Donc les gens venaient de la côte, alors que Porquerolles était à peine connu. Hein. Quand mon frère a eu l'autographe de Charlie Chaplin, il devait avoir 13-14 ans, il est de 47. 47 et 14, 57, 61. Tu vois, il y avait personne ici, mais la cuisine était connue. Et il venait avec un riva. C'était souvent des bateaux qui allaient à toute allure, donc ils débarquaient, ils dînaient, ils repartaient. Tu vois, ils ne dormaient pas ici, ils repartaient. Donc c'était un spectacle. Alors, évidemment, on se souvient de Charlie Chaplin parce que ça marque, et puis que c'est l'époque où c'était les seuls films que les enfants allaient voir, quoi. Il n'y avait pas des tas de films comme maintenant pour les dessins animés, tout ça n'existait pas beaucoup. Mais les Chaplin, les Buster Keaton, Laurel et Hardy, c'était notre base. Donc de voir Charlie Chaplin, c'était quelque chose. Et d'autres ? Alors sûrement j'en ai vu d'autres, mais je me souviens plus. Celui-là m'a marqué évidemment mais je me souviens plus. Mais il y avait, tous les soirs, la table était des gens connus. Il y avait des gens de l'île, bien sûr, et c'était animé. Il
Il y avait des lumières dans le restaurant, c'était très beau. On va passer un petit peu plus sur ton lien à Porquerolles. À quoi ressemble une de tes journées l'été à Porquerolles? Alors, j'imagine qu'elles ne sont pas toutes les mêmes, mais globalement. Alors, si je suis seule, je bricole. C'est la seule chose que j'aime faire. Et le soir, je suis un peu à la plage. Et je commence soir. J'adore arranger la maison. Je trouve toujours quelque chose à arranger, toujours. Maintenant, je me rends compte qu'il me faut du soleil et du ciel bleu. Parce que quand il n'y a pas de soleil et de ciel bleu, comme il y a hier par exemple, c'est plus Porquerolles pour moi. Enfin, tu vois, mais bon, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le jardiner, bricoler. Sinon, j'adore aller faire des courses, pas pour acheter, mais pour être dans le village. J'adore être dans le village. Et j'adore m'asseoir sur un banc et regarder les enfants, n'importe qui passe, n'importe quoi. Enfin, tu vois, le mouvement. Je comprends, c'est un spectacle, j'adore. La place d'Armand. C'est un spectacle. Il y en a partout. On ne peut pas s'ennuyer. Et moi, de temps en temps, je suis venue seule l'hiver. C'est un peu rude quand même de temps en temps l'hiver. De s'asseoir sur la place, il y a toujours quelqu'un qui passe. C'est pas seul. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Avant, j'aimais faire un tour sur la jetée. J'aime bien faire un tour en vélo comme ça. J'ai besoin de faire au moins une fois dans l'été un tour jusqu'au bout de la jetée. Au moins une fois. J'adore la place. J'adore la place. C'est ça. Pour moi, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas l'expliquer aux gens. Il faut le sentir. Il faut le sentir et il faut le sentir. Faut le ressentir, mais dans la durée. Il faut de la durée. Il faut être seul pour aussi le faire. Il faut regarder, il faut entendre, il faut regarder. Il ne faut pas avoir quelqu'un qui vous raconte une histoire à côté. Enfin, moi, je suis un peu, sauvage ici. Oui, je suis carrément sauvage. J'aime être un peu seule. Et je crois que Porquerolles, c'est une expérience solitaire pour la vivre profondément. Oui, moi j'ai besoin de ça. Je suis pas du tout triste quand je suis seule. Je suis triste quand je vois mes petits-enfants partir. Tout ça, c'est parce qu'il y a la coupure, on était habitués. Mais une fois passé, je suis bien là. Ça dure pas très longtemps. Il y en a qui prennent la suite rapidement. C'est pour ça que je viens l'hiver. Alors justement, quelle est ta saison préférée sur l'île ? C'est l'été, c'est sûr que c'est l'été. C'est l'été. Mais j'ai beaucoup de plaisir à venir l'hiver parce qu'il fait souvent ce temps-là. C'est le même temps, plus frais, mais c'est le même temps. Mais ça me déplaît pas l'hiver parce qu'on fait du feu, c'est une autre ambiance, tu vois. Mais c'est l'été, moi, c'est sûr. Et puis c'est la première saison que tu as connue ici. Il y a quelque chose d'original. C'est mon Porquerolles là. Non, mais c'est mes racines, ça, c'est sûr. Et quand il y a des nuages, ça va plus. Je pense que c'est tout le monde pareil. Enfin, je sais pas, peut-être pas. Il y a des Porquerolles qui aiment bien les saisons intermédiaires. De temps en temps, ouais. Mais bon, je pense qu'il y a un côté aussi quand on habite ici, on se sent tellement investi l'été. Dans le temps au sens végétation, météo, au sens on est pris dans la nature, quoi. C'est la nature, de voir les arbres. Moi, quand je me réveille, je vois des cyprès. Moi, j'adore le soir, quand il fait nuit, je reste des heures assise là, à attendre rien. Juste à regarder les arbres. Je prends des photos la nuit parce que pour me rappeler pendant l'hiver. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Une forme de contemplation. Mais c'est un peu fou. Ça doit rendre fou cette île. En tout cas, un peu contemplatif. C'est bizarre. Ton endroit préféré sur l'île ou tes endroits préférés sur l'île ? C'est la Courtade. C'est là que je resterai le plus longtemps. Bon, mais j'adore les Gorges du Loup, c'est beau. Enfin, il y a plein d'endroits que je trouve très beaux. J'adorais Notre-Dame. Longtemps, j'ai dit à mes enfants, il faudra acheter mes cendres à Notre-Dame. Mais maintenant, je ne veux plus. Il y a trop de monde. Ils ont saccagé C'est une très belle plage, mais parce que j'aimais les Mèdes. Tu vois, le bout là, comme ça, j'ai trouvé ça. Ça me rendait presque mystique, quoi. Mais là, maintenant, non, j'aime plus. Non, c'est la Courtade où je me sens bien. J'aime pas. La plage d'Argent, c'est pas ma préférée. J'y vais parce que les enfants y vont, mais c'est pas là que j'ai mon plaisir. C'est à la Courtade, au bout de la Courtade. Là où la roche est rouge, là-bas.
là où il n'y a plus personne. Les gens s'arrêtent à la toute première et puis ils vont pas jusqu'au bout. Mais moi je vais au bout là et quand je viens seule, là je suis venue en mai, juin, c'est Courtade évidemment, une fois que j'ai fini ma bricole. Et je reste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Quand il n'y a plus personne, je rentre parce que j'ai peur. J'avais pas peur avant, je me baladais n'importe où avant. Et maintenant, j'ai peur dans les chemins. Tu vois, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui tuent les femmes. Je sais pas, mais c'est vrai. Hein. Je suis montée à la... comment on appelle ça, au sémaphore l'autre jour. Tu sais, c'est là où il y a le prêtre, le prêtre orthodoxe. Parce que j'avais envie d'aller voir ce qu'il avait fait. Et au milieu du chemin, j'ai rebroussé chemin parce que j'ai eu peur. C'est marrant, alors qu'avant, je me baladais partout. Maintenant, j'ai un peu peur. Donc, la plage, j'y reste tant qu'il y a quelqu'un. Et après, j'ai peur. Et ça, c'est un sentiment que j'avais très récent. C'est un sentiment nouveau, ça, que j'avais pas du tout. Mais oui, c'est à Courtade. Parce que le coucher de soleil, tu vois les bateaux là-bas, c'est... et alors, c'est surtout quand il n'y a pas les bateaux qui font barrage. On arrive à voir la côte quand même de l'autre côté. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien venir l'hiver. C'est bien quand on vient l'hiver qu'il n'y a plus un seul bateau. Enfin, l'hiver hors saison. Enfin. Ouais. Pour toi, alors on parle souvent de porquerolles authentiques. Pour toi, ça signifie quoi? Si tant est que ça signifie. Eh ben, ça signifie les pêcheurs. Il y avait des pêcheurs. Ouais. C'était des gens qui marchaient pieds nus. Ils étaient en espèce de bleu, à la fois élégant mais ultra simple. Enfin, tu vois, des bleus délavés. Enfin, ce truc de pêcheur, quoi. L'authentique, c'est des petits bateaux de port, de petits ports, pas ces espèces d'énormes vedettes. Toutes ces glaces, non. C'était une petite boulangerie, une petite épicerie pour qu'on puisse vivre, mais et puis la tente bleue, justement, il y avait tout ce qu'on voulait là. C'était modeste, c'était une grande tente, mais en toile. Hein, c'était vraiment garnousse là. C'était marrant. J'ai rencontré son oncle, son neveu à la gare de Toulon. Tu vois. Je m'assois, ils voient que je venais de Porquerolles, du coup connaissaient, on parle. Puis je dis mais Garnousse, mais la tente bleue, oui, c'était mon oncle. C'est drôle, c'était drôle. Et voilà, c'était ça l'authentique. Donc c'était ce côté sauvage, c'est le côté sauvage vraiment. Et la place, cette place, elle a été dévorée par les restaurants. Je trouvais que quand sur cette dalle de ciment, les gosses venaient jouer le soir, quand il y avait ce bal le dimanche, ça c'était Porquerolles, tu vois. Et là c'est plus Porquerolles, c'est un autre Porquerolles, voilà. Mais curieusement, moi quand je m'assois sur un banc, je le retrouve. Tu vois, ouais. Mais cette dalle de ciment, elle était faite pour les enfants du village, elle était faite pour les gens du village. C'était un lieu de réunion sous différentes formes. C'est dommage, ça s'est perdu. Puis il y avait des fêtes. La Sainte-Anne était fêtée le 26 juillet, il y avait 3 jours de bal. Le 15 août, il y avait 3 jours de bal, il y avait des fêtes, tu vois. Et qui réunissaient auquel tout le monde participait. Les gens du village. Alors après, les estivants sont joints, bien sûr, mais c'était les gens du village qui étaient là, les enfants du village. Tu vois. Ça, c'était l'authentique pour moi. Mais... Oui, il y avait une vraie vie de village à laquelle participaient, en tout cas même l'été, les Iliens. Alors que maintenant, c'est vrai qu'ils se calfeutrent un petit peu. Ouais. Mais, moi, j'y vais pas beaucoup l'été. J'y vais au minimum, mais j'y vais quand même, je viens tous les jours. C'est la drogue, c'est une drogue, par contre c'est une drogue. Et il y a des gens qui ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ne restent pas assez longtemps et il faut y rester seul. Il faut être autonome, il ne faut pas être sous la coupe de quelqu'un qui vous invite ou tu vois. Ou qui montre sa Porquerolles. Je pense il faut découvrir son Porquerolles. Voilà. Parce que pour moi, c'est pas seulement les plages, c'est pas seulement les cyprès, c'est une ambiance. Pour les enfants, c'est un endroit extraordinaire. C'est aussi, ça joue sûrement aussi. Enfin, ça a dû être pour nous un rêve incroyable. Je pense que ce souci, tu sais, on parlait de transmission tout à l'heure, et le fait de se dire, de voir juste les yeux des enfants s'amuser sur la plage. Le bonheur de mes petits enfants ici, et moi, c'est mon bonheur aussi. Qu'ils aiment comme ça.
Ah oui. Ah oui. Important. C'est terrible. Ça continue. Ouais. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote marquante de ta vie à Porquerolles? Oui. Oui, oui. Ah, j'ai mon premier grand amour et probablement le seul grand amour de ma vie ici, ouais. C'est vrai. Ah ouais. Mais mes parents m'ont tout fait pour que ça se pour couper la liaison, le lien. Et ah ben oui, parce que mon père me surveillait. Il me suivait à la trace, ça ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais. Et quand il se couchait, je passais par la fenêtre et j'allais rejoindre. Et un jour, ma mère s'en est aperçue. On était sur la place, on ne faisait pas vraiment rien de mal, mais on était ensemble. Enfin. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit « Oh, voilà ta mère !» Et tu vois, quand on descend au port, il y a un petit terrain de jeu sur la droite, là, à côté port d'ailleurs, il y a, avec des plantations, je ne sais plus trop bien ce que c'est. Et quand je vais, je suis oh là là, qu'est-ce que je vais prendre? Donc je me suis cachée derrière, à plat ventre. Et elle est passée, c'était l'époque où les mamans avaient des chemises de nuit comme Marilyn Monroe, tu sais, des espèces de trucs qui... J'étais morte de honte, à 2h du matin, elle traverse en criant France dans l'île, tu vois, dans le silence. Moi j'étais à plat ventre, je voyais ses pieds passer. Et après elle est repassée dans l'autre sens et les garçons m'ont dit elle est partie. Je me suis fait engueuler, c'est pas grave, je me suis fait engueuler, puis voilà. Mais parce qu'autrement c'est des souvenirs de plage, de jouer à cache-cache dans l'île, mais tu vois, mais ça m'a marqué parce que... Bon, merci de m'avoir partagé cette anecdote. Quels sont pour toi, il reste assez peu de questions, quels sont pour toi, on en a un peu parlé, mais les grands enjeux de Porquerolles à l'avenir? Oh mon Dieu. Les grands enjeux, tu veux dire quoi par là? On a parlé un peu écologie, alors je veux pas du tout induire ta réponse, pardon, mais... Les enjeux, c'est que la forêt soit protégée, mais je sais pas si jusqu'à quand on y arrivera, parce que les promoteurs sont redoutables. Les promoteurs sont redoutables, mais surtout moi qui étais dans 2 ministères, les gens sont lâches. Les gens qui prennent les décisions ont une lâcheté et qui cèdent pour des raisons que je ne développerai pas, mais qui cèdent aux promoteurs. Et c'est de la lâcheté, voilà. C'est le directeur de l'agence SIDA qui m'avait dit « Tu sais France, le plus difficile, c'est de savoir dire non à quelqu'un. Pas de le reste, savoir dire non. » Il m'a appris, lui, à dire non, Jean-Paul Lévy. C'est le directeur de l'agence quand j'y étais. C'est ça l'enjeu, c'est que ce ne soit pas détruit. C'est déjà détruit par les bateaux. Voilà, parce que tu sais que nous, comme enfants, avec toute cette bande de Porquerolles, Jeannot, entre autres, Jean-Claude, enfin, on prenait des masques et un tuba, on n'avait pas des trucs sophistiqués. Hein. On descendait au Gorge du Loup, bien à l'Oustao de Dieu. Il n'y avait pas de goudron à l'époque, à l'Oustao de Dieu. On pouvait s'asseoir, il y avait 0 goudron, tu vois. Tandis que là, avec les bateaux, on peut plus, c'est plus possible. Et on faisait la côte avec un masque. On partait d'une crique, et on se retrouvait à une autre crique. Il n'y avait pas de danger de bateau, il n'y avait pas de danger de rien, quoi. Les parents ne savaient même pas. Ils se souciaient pas de nous parce qu'il n'y avait pas de danger, tu vois. C'est ça. Et là, je ne sais pas, avec tous ces bateaux, moi, je ne laisserai pas un enfant partir... Mais même comment dire, à Légadon, à Cap-Rousset, il y a des bateaux qui viennent, tu vois, c'est dangereux. C'est plutôt des plages qui, c'est en général, pourraient être encore préservées. Est-ce qu'on arrivera à ce que la sagesse arrivera à maintenir ça? Parce que ça fait partie des bijoux, tu vois, l'UNESCO n'a pas encore classé, mais je trouve que ça fait partie des bijoux. Quand on voit les îles dans tas d'autres pays, tu trouves pas un truc pareil, je trouve, avec cette diversité de végétation, voilà, oui, pour conclure, j'adore Porquerolles. Addicted. 2 questions. Quelle est ta définition du Porquerolais, justement? Alors là, je ne sais pas répondre. D'accord. Il y en a plein, je sais pas, parce qu'il y a... Moi, j'ai connu les Porquerolais d'antan. Oui.
Ils étaient heureux de vivre. Ils faisaient un métier, soit traverser le bateau, soit ils pêchaient. Il y avait des pêcheurs, soit ils étaient agricoles, ils faisaient du vin. Donc si tu veux, ils avaient une petite activité sur l'île et ils étaient heureux d'habiter ici. C'était des gens que je respectais beaucoup. C'était des gens qui méritaient, qui avaient une âme, qui avaient un idéal, ils aimaient l'île. Alors en évoquant Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'or, un peu à la façon d'un portrait chinois. Quel serait selon toi l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? Alors là, je laisse parler ton imaginaire, mais voilà, quand tu es à Paris, que tu penses à Porquerolles, tu penses à quoi? La mer et le sable, les plages, là, les 100 bateaux. Oui, pendant longtemps, c'était Notre-Dame, comme je t'ai dit. Là, à cause des gens, je n'arrive plus à penser à Notre-Dame parce que je ne la vois plus. J'ai perdu Notre-Dame à cause des touristes. Enfin, tu vois, ouais. J'ai perdu. Et donc, pour moi, c'est le sable de la Courtade, l'eau, la mer bleue et les arbres et le ciel derrière. C'est l'image que j'ai de Porquerolles. Quand je pars, je ne peux pas m'empêcher de regarder le village disparaître. Mais après, c'est la Courtade. Tu mémorises, tu te fais ta photo. Et l'autre jour, je suis partie, je ne sais pas avec qui me parlait, et ça m'a agacée parce que je ne pouvais... Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un de Porquerolles qui me parlait, qui me dit « Ah, tu pars, viens, je t'emmène en voiture. » J'avais envie de dire « Laisse-moi tranquille. » Laisse-moi profiter de cet instant. J'ai besoin de silence quand je pars, c'est marrant. Et de regarder le village disparaître, et c'est la Courtade. On reste sur la Courtade pour terminer. Bon, merci beaucoup France pour cet agréable échange. Merci à France d'avoir partagé ses souvenirs d'une Porquerolles que peu d'entre nous ont connue et pour sa sensibilité et son attachement vibrant pour l'île. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt!